Bonjour, bienvenue sur Vlan Leadership, un podcast sur le leadership conscient. Et aujourd'hui, j'ai l'immense plaisir de recevoir Nathalie Reinhardt. Et avec Nathalie, on va parler de la méthode Gordon Crossing. Salut Nathalie. Salut Grégory, merci beaucoup. Comment tu vas aujourd'hui? Très bien. Parfait, moi aussi. Une petite question d'abord sur toi, que je trouve intéressante parce que tu as commencé dans les salles de marché. Comment on passe de salle de marché à une méthode sur l'intelligence relationnelle? Alors déjà, j'ai eu beaucoup de chance parce que j'ai eu un papa et une maman qui étaient professeurs. Donc, dès mon premier mois dans une salle de marché, tout de suite, j'étais consciente que c'était un monde de malades qui me payaient comme des malades et que c'était pas normal. Et du coup, j'ai toujours gardé les pieds sur terre. Et j'ai eu de la chance parce que moi et aussi la personne avec qui j'étais en couple à l'époque aussi, qui est devenue mon mari après, on avait cette même impression d'être tout à fait dans un endroit fou. Et je te fais un fast-forward, quelques années plus tard, je me retrouve dans un avion avec ma fille de 13 mois et une nounou pour aller passer un mois à Singapour. Et là, je me dis, bon, soit je suis la queen de la finance international, soit ce sont des malades mentaux, d'accord? Donc j'étais très claire sur le fait que c'était des malades mentaux. Une semaine plus tard, je rentre après 15 heures de travail et je vois ma fille endormie, bronzée, la nounou épuisée de sa journée dans la piscine et je me dis, c'est ça le bon job, c'est pas le mien. Et là, je prends la décision tout de suite, j'appelle mon mari et je lui dis, ok, je crois qu'on n'est pas dans le bon job là. On est en train de perdre notre jeunesse et de perdre notre vie à gagner des sous et à pas passer du temps avec les gens qui sont importants pour nous, c'est-à-dire nos enfants. Donc on a décidé ce jour-là de tout replier. Tous les deux? Ah ouais. Waouh. Progressivement, on a tout replié et voilà. Quelques années plus tard, je quittais définitivement la banque. Mais la décision était prise ce soir-là. Waouh. Et en même temps, c'est tellement logique. Ah ouais, carrément. Mais tu sais que j'estime que j'ai beaucoup de chance parce que je connais plein de mes amis qui étaient dans le même métier que moi et qui en fait sont restés enfermés dedans pour des raisons de niveau de vie, etc. Moi, j'estime que j'ai eu beaucoup de chance finalement d'avoir cette liberté-là de me dire non mais take the money and run. Tu vois. Et alors, pourquoi tu t'es arrêté sur la méthode Gordon Crossing? Pourquoi cette méthode en particulier? Alors, l'approche Gordon, en fait, j'ai rencontré parce qu'au moment où j'allais changer de métier, alors j'ai pris un congé sabbatique, et j'ai une très chère amie qui me dit « Mais Nat, j'ai suivi cette formation, tu devrais absolument la suivre. » Et moi, en bonne financière que j'étais, mon premier réflexe a été de me dire « Mais c'est quoi ce bullshit, quoi, franchement ?» Et 2 secondes après, je me suis dit, non, c'est quand même Diane qui me dit ça. C'est une fille que j'adore, que j'estime énormément. Je vais quand même aller voir cette formation. C'est une formation pour la relation parent-enfant, un atelier Gordon pour les parents. Et là, j'arrive à convaincre mon mari. Je lui dis, écoute, c'est la première fois depuis 10 ans que j'ai du temps dans ma life. Il y a un atelier qui commence là en septembre, on y va. Voilà. Et là, j'ai découvert des outils, des compétences de communication interpersonnelle. Et chaque soir d'atelier, on ressortait, mon mari et moi, en se disant « Mais si on avait connu ça plus tôt, qu'est-ce que ça aurait changé notre vie ?» Mais vraiment, chaque soir, c'était un truc de fou. Et bon, c'était génial. Je débutais mon congé sabbatique. Je me suis dit « Non, mais attends, c'est ça qu'il faut que je transmette, quoi. » Je ne savais pas ce que je voulais faire, mais là, ça y est, c'était évident. Il fallait que je transmette ce truc-là. Qu'est-ce qui t'a plu particulièrement? Enfin, c'est quoi la philosophie? Qu'est-ce qui fait que cette méthode que tu considérais un peu bullshit à la base t'a donné envie ensuite de la transmettre? C'est pas commun. Non. En fait, c'est son côté ultra pragmatique. Je suis ressortie de l'équivalent de 3 jours de formation avec des moyens très concrets pour faire face aux problèmes relationnels que je rencontrais, que ce soit avec mes enfants ou dans ma vie professionnelle, et en particulier de gérer toutes les situations complexes où il y avait de l'émotion. Donc j'ai appris des outils qui me servent tous les jours aujourd'hui. Et bon, là mes enfants sont grands maintenant, mais quand ils étaient ados, c'était plusieurs fois par jour que j'étais contente d'avoir ces outils. Mais bien entendu, je les utilise tout le temps professionnellement, c'est-à-dire des outils ultra pragmatiques et applicables. Et on est loin d'être dans le bullshit parce que ce qu'on fait, nous, quand on anime une formation sur tous ces outils-là, l'écoute, l'affirmation de soi, la résolution de conflits, etc., c'est qu'on met les gens dans le bain. On leur dit, OK, en général d'ailleurs, quand je forme des dirigeants, je leur dis, OK, qui a déjà entendu parler d'écoute? Alors,
tout le monde, qui a déjà été formé sur l'écoute, bon, qui pense savoir écouter. Alors déjà, il y en a un petit peu moins, mais il y en a quand même pas mal qui lèvent la main. Et au bout d'une demi-séquence, d'une demi-heure, 3/4 d'heure, en fait, ils me disent non, en fait, ils réalisent qu'ils ne savent pas écouter et que dans le groupe de 12 personnes, il y en a peut-être un qui sait écouter. Tu vois, parce que nous, on est tellement spécialisés là-dessus que tout le bullshit qui est dit sur là-dessus, en fait, on ne s'arrête pas à ça. Nous, on met les gens dans la piscine, on dit « Ok, tu sais écouter, ben montre-moi. Allez, mais oui, montre-moi. » Et on crée l'environnement qui permet aux participants, quelle que soit leur seniorité, de se sentir suffisamment sécures pour effectivement s'entraîner pour de vrai et nous montrer comment est-ce qu'ils écoutent ou pas. Et c'est OK. Et voilà. Et on travaille ensemble pour les aider à progresser. Est-ce que tu peux nous parler, parce qu'en fait, donc vous avez plein, de ce que je comprends dans la méthode Crossing, dans la méthode Gordon, pardon, il y a plein d'outils pour les relations parents-enfants, pour, j'imagine, les relations avec les collègues, mais il y a en particulier un programme sur le leadership, et forcément, vu qu'on parle de leadership, j'aimerais bien focuser là-dessus. C'est quoi ce programme de leadership que vous avez mis en place, ou que vous avez en place? Alors, ça s'appelle Leader Effectiveness Training. Ouais. Ça a été créé donc par Thomas Gordon. Alors, son bouquin date de 77, mais en fait, les premières formations qu'il a données là-dessus, c'est dans les années 60-70. Mais c'est un programme de 3 jours qui permet de transmettre précisément ces compétences clés. Une fois de plus, un programme, un des feedbacks qu'on reçoit le plus souvent, c'est celui que je te citais tout à l'heure, c'est « mais pourquoi pas plus tôt ? Pourquoi mon boss il n'a pas été formé ? Et on devrait tous apprendre ça à l'école, tu vois ?» Et donc c'est ça, donc c'est un programme de 3 jours et on apprend des compétences relationnelles, c'est-à-dire comment est-ce que j'interagis avec l'autre pour sortir du command and control, pour sortir d'une posture haute, pour sortir du management à la papa qui appuie son autorité sur le pouvoir et pour créer un autre type de relation. D'ailleurs, 2 choses. La première, c'est qui était ce fameux Gordon? Parce qu'en fait, on n'en sait rien. Enfin, moi, je ne le connaissais pas en tout cas. Et la deuxième qui est, généralement, une transformation interne, ça se passe par la pratique. En 3 jours, on arrive à intégrer une pratique suffisamment pour pouvoir la répercuter ensuite dans sa vie sans que ça soit, sans que ça frotte de trop, on va dire. Parce qu'en fait, l'avantage de ce genre de formation, pour le coup, c'est qu'on est confronté à des problèmes, pas tous les jours, mais quand même de manière régulière. C'est sûr. Donc on a l'occasion de pratiquer. Ah oui. Mais encore faut-il, tu vois, réussir à appliquer tout ça. Ouais. Donc d'abord qui était Gordon et ensuite ça. Ok. Donc Tom Gordon est un docteur en psychologie. Et ce qui est très important, c'est de savoir qu'il est l'élève de Carl Rogers. Donc Carl Rogers, c'est un type qui a révolutionné la psychologie en disant, en fait, les gens ne sont pas malades, les gens qui ont des problèmes psychologiques ne sont pas malades, ils ont la solution en eux, c'est juste qu'ils ont perdu le chemin pour aller trouver leur propre solution. Et donc plutôt que de leur dire quoi faire, on va développer notre capacité à les écouter. Donc c'est lui qui invente le concept d'écoute, qui sera après appelé écoute active. On va les écouter pour les aider à trouver eux-mêmes leur propre solution à leurs problèmes. C'est une révolution. Il crée l'approche centrée sur la personne, etc. Et donc Gordon, c'est un de ses premiers élèves. Et lui, ce qu'il a voulu faire, c'est vulgariser ça, parce qu'il se disait, il n'y a pas de raison qu'on garde ce super outil pour nous dans nos cabinets de psy. Il faut absolument que les leaders apprennent à utiliser cet outil-là parce qu'on a tous besoin d'être écoutés, que ça aide énormément, en particulier pour créer une qualité relationnelle nécessaire. Et puis après, pour les parents, etc. Donc Gordon, il a fait Flores, il a écrit plein de bouquins, il a été nominé 3 fois au prix Nobel de la paix, et sa mission, c'était vraiment la qualité de la relation. Comment est-ce qu'on fait pour permettre à tout à chacun de développer des relations de qualité pour la paix? Ça, c'était vraiment son credo. Son credo. Et il a agi tous azimuts pour ça, en étant consultant très longtemps en entreprise, et voilà, en formant des milliers et des milliers de formateurs, et en écrivant 5 bouquins qui sont des super best-sellers. Trop bien. Et donc l'autre question Alors, l'autre question. L'autre question que je t'ai posée, c'était quoi déjà Comment on fait pour garder ça dans les muscles? Ouais, c'est ça. En fait, c'est surtout... En fait, pour modifier sa manière d'être, il faut être dans la pratique. Comment on fait pour
En 3 jours, c'est hyper court pour mettre en place une pratique. Oui, c'est super court. Et là encore, ça dépend des cultures et de là d'où on vient. Et c'est amusant parce que parmi nos participants, on a des gens qui ont tout chopé en 3 jours, qui étaient juste mûrs à point pour prendre tout. Et d'autres qui, bien sûr, ont besoin de beaucoup de pratique. Moi, par exemple, je suis devenue formatrice parce que je me suis dit, non, mais il faut que je reste dans le parcours pour arriver à être bien musclé, pour arriver jusqu'au fond. Voilà. Donc, c'est sûr que c'est des compétences tellement importantes et pas si évidentes que ça à maîtriser qu'il faut de la répétition, etc. Donc, les 3 jours, en fait, c'est vraiment les fondements. Et en plus de ça, nous, bien sûr, on accompagne nos clients dans la durée. On a aussi d'autres niveaux de formation qu'on vient proposer pour les personnes qui veulent creuser, aller plus loin, etc. On a une certification en efficacité relationnelle qu'on propose pour ceux qui, au-delà des 3 jours, veulent suivre une 2e formation. Et dans ce domaine, on a tellement d'autres choses à rajouter. Je veux dire, on peut progresser toute sa life sur comment est-ce que j'interagis avec l'autre. Voilà. Donc c'est génial. Donc on a toujours de quoi rajouter. Mais ce qui est sûr, c'est que tu as raison de dire, c'est une pratique. Et ce qui est génial dans l'aide, c'est que contrairement à toutes les formations où les gars, ils ont vu une slide sur l'écoute et quand ils se retrouvent en face de moi, ils pensent savoir écouter et ils se rendent compte qu'ils ne savent pas écouter. Donc ça, c'est l'option A. Nous, on n'a pas de slide. On n'a que de l'entraînement, en fait. Parce que, conceptuellement, c'est assez facile d'expliquer comment est-ce qu'on fait de l'écoute. Comprendre, c'est facile. Comprendre, c'est facile. Le faire, c'est très complexe. Et donc, nous, les 3 jours, c'est que de la pratique, déjà. Donc, ça permet de faire une rampe de lancement sérieuse. Et puis après, on accompagne les personnes, voilà, tous azimuts, pour qu'ils continuent dans cette direction-là. Je me sens scruté, alors est-ce que j'écoute bien? Je ne sais pas. Mais c'est quoi l'erreur principale dans l'écoute, justement? Enfin, dans la non-écoute. Dans la non-écoute. Pour un leader, l'erreur principale... Alors, il y a plein de peurs qui font qu'un leader n'écoute pas ses collaborateurs. Mais déjà, il y a une grosse croyance qui est de dire que si j'écoute, je vais être obligé d'être d'accord. D'accord? Donc, en fait, si j'écoute ce que l'autre a à me dire parce qu'il a un problème... alors je ne pourrais plus dire non. Donc en fait, c'est un défaut d'assertivité qui empêche d'écouter. Ce qui est assez intéressant. Enfin, je ne sais pas si je suis claire quand je dis ça. Si, je comprends ce que tu veux dire. C'est-à-dire que comme j'ai peur de ne pas savoir dire non, quand je connaîtrais vraiment le problème de l'autre, alors je préfère juste pas entendre. Donc ça, c'est la première chose. L'autre erreur essentielle, c'est que comme en général, le leader a un peu plus d'expérience que son collaborateur, il pense mieux savoir. Et donc, plutôt que d'écouter, il va tout de suite dire à l'autre ce qu'il devrait faire. Chercher des solutions. Il donne des solutions. Et ça, c'est notre énorme écueil. Quand j'écoute quelqu'un, alors je précise que chez Gordon, en fait, on va vraiment spécifier quand est-ce que c'est le moment d'écouter. On n'écoute pas tout le temps. Je veux dire, on peut, mais si le gars te dit « passe-moi le sel », tu vas pas lui dire « t'as besoin du sel ?» Non, d'accord, ok. Donc c'est pas la peine, tu vois. Donc on va rester tranquille. Je voudrais être certain. C'est bien le sel dans ta bouche, mais lequel? C'est ça, exactement. Donc tu vois. Donc ça va nous aider d'ailleurs de bien savoir quoi utiliser quand. Mais ce qui est sûr, c'est que ce qu'on dit chez Gordon, c'est que tu déclenches l'écoute quand l'autre est dans le rouge. C'est-à-dire quand l'autre est dans l'inacceptation, quand l'autre a un problème. Si l'autre vient te voir, donc ton collaborateur vient te voir avec un problème, alors c'est le moment de déclencher l'écoute. Et donc, c'est pas le moment de lui donner des solutions. Parce que si tu lui donnes des solutions, il va peut-être repartir avec la solution que tu lui as proposée, qui va peut-être d'ailleurs plus ou moins l'aider à résoudre son problème, mais ce qui est sûr, c'est que tu auras perdu une magnifique occasion de l'autonomiser, de le faire grandir, de faire en sorte que son estime de lui-même augmente. Donc tu sais, c'est toujours j'appelle ça les leaders super solutors, tu sais. Ils ont la cape du super apporteur de solutions. Et en général, d'ailleurs, ils ont un énorme sac à dos très, très, très lourd et ils sont épuisés. Parce qu'en fait, ils voient leur rôle comme étant celui qui va régler les solutions de tous les membres de l'équipe. Donc, ils sont éreintés, mais surtout, ils maintiennent les membres de leurs équipes, en fait, dépendants d'eux. Et ils les empêchent de déployer leurs ailes à trouver même leurs solutions, etc. Donc c'est très lié tout ça. Et alors du coup, la méthode, elle repose sur quoi? Sur la reformulation? C'est quoi les méthodes, entre guillemets, enfin les grands axes qui font que tu es dans une bonne pratique d'écoute?
Alors, chez Gordon, on dit déjà apprendre à baisser sa radio mentale. Tu vois, donc ça, c'est un gros truc très complexe. C'est-à-dire que quand je t'écoute, je ne vais pas être en train de penser à la réponse que je vais te faire. Non, 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 non. Je suis juste dans l'accueil inconditionnel. Je te laisse un espace pour que tu t'exprimes. Je baisse ma radio mentale. Je me centre sur toi. Et après, je vais juste refléter ce que tu me dis. Donc, soit en reformulant des mots, soit en décodant ce que tu ressens et en te le remettant sur un plateau. Ok, ouais, j'ai l'impression, Grégory, là, que tu es un peu perplexe. Tu vois ? Je te le renvoie et puis je vois ce qui se passe. Je suis pas sûre, je fais comme un miroir. Voilà. Et donc, je suis pas en train de penser à ma réponse, je me sens pas insécurisée, justement, je suis suffisamment sécure pour te laisser cet espace-là pour t'exprimer. C'est un des plus beaux cadeaux qu'on puisse faire à quelqu'un, en fait. De recevoir et En fait, donc tu parles du ressenti. Il faut savoir relire les émotions dans ce cas-là. Oui. Et c'est en ça que c'est ultra complexe. Et c'est là où ça devient compliqué. C'est hyper compliqué. C'est être capable de se dire, bien sûr on apprend, hein, plus on s'entraîne à l'écoute, plus on est capable de sentir ce qui se passe chez l'autre. Donc je suis capable de ressentir ce qui se passe chez l'autre et ça ne me contamine pas. Donc je reste en empathie et non pas en sympathie. Très difficile. Surtout avec... Donc sympathie, c'est quand tu intègres la douleur, la réalité de l'autre. Oui, et du coup, en fait, quand je suis en sympathie, j'ai plus la capacité de vraiment écouter. Ça devient très difficile, parce que moi-même, je suis dans le rouge aussi, donc j'ai d'autres urgences à gérer, entre guillemets. Quand tu dis être dans le rouge, ça veut dire quoi? Être dans l'inacceptation, ou avoir un ressenti un peu désagréable, même un petit, mais quelque chose qui fait que du coup, mon système n'est plus complètement disponible à être centré sur toi. L'urgence, du coup, devient plutôt être centrée sur moi. Ce qui est OK. Il n'y a pas d'injonction à ne jamais se centrer sur soi. C'est juste qu'à ce moment-là, on n'est pas dans la bonne posture pour l'écoute. Et c'est OK. Il faut juste être au clair là-dessus. D'ailleurs, il vaut mieux dire « Je suis désolé, Jean-Jacques, mais là, je ne vais pas pouvoir t'écouter. Je ne suis pas en état pour ça. Est-ce que ça ne t'embête pas de revenir me voir tout à l'heure quand j'aurais pu envoyer ce rapport? Je me sentirais beaucoup mieux. » Voilà. C'est OK. Hein. Pas d'injonction à savoir écouter tout le temps. Donc, pour revenir à la question, les ingrédients de l'écoute, c'est tout ça. C'est être en capacité de mettre un mot sur ce que l'autre ressent et lui renvoyer. C'est ça vraiment l'écoute active. Dire « Ouais, je te sens très attentif. » Je te confirme. Extrêmement attentif. Non, je suis en train de réfléchir aussi à ce que tu dis et à... Bon, effectivement, cette capacité à ressentir les émotions que, en particulier, les hommes n'ont pas été bien entraînés, je pense, à le faire, versus les femmes. Du coup, il y a une question derrière, est-ce que c'est genré? Est-ce que c'est plus facile d'apprendre la méthode, entre guillemets, à des femmes? Ou alors, les hommes s'en sortent très bien et c'est moi qui ai un préjugé négatif sur les hommes qui ne savent pas bien lire les émotions. Ce qui est possible aussi. Je sais pas, parce que j'aurais du mal à répondre à ça. Je dirais que je vois plutôt, moi, un biais culturel. Y a des cultures dans lesquelles on a plus l'habitude de dire ce qu'on ressent. Parfois même, ça fait beaucoup de bruit. Et où c'est plus acceptable. Par exemple, typiquement, ou même aux États-Unis, par exemple, il y a quand même alors, je ne voudrais pas généraliser, mais toute chose égale par ailleurs, il y a quand même une culture de l'oralité un peu plus importante. Ce qui fait que les gens sont vachement plus à l'aise avec la parole. Et du coup, dire ce qu'on ressent, c'est vachement plus acceptable. Je veux dire, nous, la première ce qui est quand même drôle, c'est que ces principes et ces compétences, on sait qu'elles sont indispensables pour la qualité de la relation depuis des dizaines d'années. Mais en France, on continue à nous dire « Oui, mais si je dis ce que je ressens, alors je me mets en position de faiblesse. Si je dis à l'autre ce qu'il ressent, alors il va sentir que je suis... » Enfin, on a des a priori là-dessus en France, mais on est vraiment... tellement archaïque. Loin de cette culture-là. Alors, de moins en moins, hein, ça bouge. Mais c'est très intéressant. Et quand tu compares avec les États-Unis ou d'autres pays, oui, on est en retard, là. Et particulièrement en France, où il y a... Enfin, non, pas particulièrement en France, particulièrement au travail, où tu n'as pas vraiment envie d'être en position inférieure, entre guillemets, si tant est qu'on puisse penser que ça te met en position inférieure. Oui, c'est ça. Enfin, c'est ça. Il y a cet a priori qu'on pourrait effectivement se mettre en position inférieure si on dit si moi je dis ce que je ressens à quelqu'un ou si je lui dis, voilà. Or, la vraie question, c'est d'arriver à créer précisément l'environnement de travail dans lequel on se sent suffisamment sécure pour pouvoir dire ce qu'on ressent. Parce que, super scoop, c'est pas parce qu'on le dit pas que l'émotion n'est pas là. Donc en fait, on gagne vachement de temps
Ouais. quand on crée un environnement dans lequel les émotions peuvent être dites, peuvent être partagées, parce que sinon elles restent et elles pourrissent. Elles nous font du mal à l'intérieur, parfois elles grossissent. Hein. Une émotion non exprimée, en fait, ça devient une espèce de truc qui peut commencer à faire mal, à s'enquister, etc. Et à exploser, du coup, derrière. Est-ce que c'est pas l'apanage des gentils de faire ça? Moi, je vois bien, parce que je suis un peu comme ça, c'est pour ça que je dis ça. Mais de garder pour soi jusqu'à exploser comme une cocotte minute. Ouais, c'est l'apanage, oui, c'est ça. Des gentils qui prennent sur eux. Ouais. Oui, bien sûr, qui veulent faire plaisir. Bien entendu, il y a ça, mais il y a aussi on pourrait dire aussi que c'est l'apanage. Il y a pas mal de personnes aussi qui ont désappris. On est tous l'héritier de la manière dont on a été éduqués. Il y a des tonnes de personnes adultes là, qui se trimballent et qui ont désappris à ressentir ce qu'elles ressentent. Vraiment, c'est-à-dire que, bien entendu qu'il y a des émotions qui les traversent, mais elles n'arrivent pas à en prendre conscience, elles n'arrivent pas à mettre un mot dessus. Nous, ça nous arrive très régulièrement d'avoir des personnes dans nos groupes qui sont incapables de se dire « Non, mais là, je ressens de la colère » ou « Là, dans telle situation, j'étais embarrassée » ou ils n'ont aucune capacité à faire ça, ils ont désappris. Donc, en fait, c'est pas seulement une question de gentillesse, tu vois, c'est aussi parfois des questions de comment est-ce que tu as été élevé, est-ce qu'on t'a permis ou pas, dans ton environnement, en tant qu'enfant, à exprimer ça. Est-ce que tu peux nous raconter des histoires, en entreprise particulièrement, pour que les gens puissent, comment dire en français, en tout cas se mettre en relation avec ce que tu racontes, relate, quoi. J'arrive pas, pardon, j'ai pas le bon terme en français, avec des situations qu'ils ont pu vivre, tout simplement, quoi. Oui, bien sûr. Alors, moi, j'ai un cas de change management, par exemple. Tu me diras si c'est... j'ai plein de cas, mais là, j'en ai un qui me revenait là, récemment. C'était une manager, une leader que j'accompagnais, que j'étais en train de former alors qu'ils étaient en train de mener un grand projet de transformation. Et donc, je disais, mais comment va ton équipe? Qu'est-ce que t'en sais? Non, ça va pas bien, ils vont pas bien, etc., etc. Et je dis ok, et du coup, c'est quand la dernière fois que tu as pu leur parler, etc. Ça fait 1 ou 2 mois. Bon. Donc tu n'as pas pu leur parler depuis 1 ou 2 mois. Non, j'ai pas d'autres news, j'ai pas de nouvelles depuis que j'aurais parlé il y a 2 mois, donc je préférais ne pas leur parler. Voilà. Donc là, on est dans un cas, si tu veux, qui était extraordinaire, parce que ça venait illustrer tout ce qu'on raconte en change et en human change management, ce qu'on fait nous, tu vois. C'est-à-dire que voilà quelqu'un qui elle-même était tellement mal, elle ne savait pas comment interagir avec les membres de son équipe, et en particulier, elle n'avait pas de solution à leur proposer aujourd'hui à leurs problèmes. Donc voilà une manager qui se voyait comme étant uniquement solution provider. Et donc, elle était tellement mal par rapport à tout ça qu'elle préférait ne pas leur parler. Ce qui veut dire qu'en fait, elle était en train de leur rajouter une couche de souffrance. Bien entendu. Parce que quand tu es manager, tu peux écouter sans avoir de réponse. Mais exactement. Donc là, typiquement, tu vois, je l'ai coaché, je dis, écoute, tu vois, là, en fait, ce qui se passe, c'est que là, il y a une énorme asymétrie d'information. Le fait déjà qu'il n'y ait pas de nouvelles informations à leur donner, c'est une information. Il faut que tu leur dises ça. Parce qu'eux ne le savent pas, ils ne peuvent pas le deviner. Donc déjà ça veut leur... Voilà. Ensuite, le fait que tu ne sois plus en phase d'eux et que tu disparaisses, c'est un facteur de stress additionnel pour eux, bien entendu. Parce qu'ils ne savent pas encore moins à quelle sauce ils vont être mangés. Donc voilà. Et donc on l'a aidé à s'entraîner, à être en face de son équipe, à leur parler, tout en étant OK avec le fait de ne pas avoir de solution. C'était un sacré truc, mais rien que... Et après, ouvrir l'espace pour qu'eux puissent parler, puissent leur dire leurs inquiétudes, etc., alors même qu'elles n'avaient pas de solution. C'est OK. Je veux dire, heureusement que le PDG d'une boîte n'a pas de solution à apporter à chacun de ses N-1, N-2, N-10, N-50, si tu veux. S'il avait une solution à apporter à chacun d'entre eux, il ne serait pas à cette place-là. Donc en fait, par essence, si on veut être un bon leader, surtout, il faut pas être solution provider.
Il faut être resource provider. Il faut créer l'environnement pour que les people puissent, thrive, se développer. Puissent se développer, puissent être heureux et performer ensemble, etc. Il faut créer les bonnes conditions, donner les ressources, mais pas être avant tout solution provider. Bien sûr, de temps en temps, on aura des solutions à apporter, mais juste une fois, 2 fois par an. Est-ce qu'une des réponses, ça ne serait pas, en fonction des problématiques bien sûr, mais de se dire, j'entends, pourquoi on ne construirait pas une solution ensemble? Mais carrément. Dans le dialogue, vraiment. C'est 100%, donc vraiment c'était le point de vue complètement révolutionnaire de Gordon. Il faut quand même se rendre compte que Gordon, en 1955, il a écrit un bouquin qui s'appelait Group Centered Leadership, donc le leadership centré sur l'équipe. C'était un tout petit peu révolutionnaire en 1955, si tu veux. Voilà. D'ailleurs, son bouquin n'a eu aucun succès, mais c'était beaucoup trop tôt. Mais c'était le même principe qu'il a repris après dans Leader Efficace, Leader Effectiveness Training, son bouquin de 77. Mais carrément, c'est la démocratie en action, la démocratie dans les équipes. Et surtout, faire en sorte que les personnes qui résolvent les problèmes soient les personnes qui soient le plus impactées par ce problème. Parce que c'est juste génial, c'est là où on crée de la valeur, parce que c'est les personnes les plus impactées qui ont la plus de valeur ajoutée. Et en plus, comme elles auront participé à la création de la solution, il n'y aura même pas besoin de les convaincre pour l'appliquer, puisque c'est leur solution. Donc c'est génial, c'est super win-win. Il y a, de mémoire, dans l'ouvrage, 12 obstacles à la communication, c'est ça, je ne me trompe pas. Oui. Donc là, on en vient d'en voir un, je pense. D'une certaine manière, alors, au moins un, en tout cas. Oui, il y a donné des solutions, carrément. Donner des solutions. Donner des solutions, c'est un obstacle. Et le deuxième qui était, je sais pas si c'est un obstacle, je sais pas si on peut l'utiliser comme ça, mais d'ignorer la conversation. D'ignorer de passer à côté. Ah oui, oui, c'est ça. Et qu'on généralise en parlant de dévier, tu sais, mais t'inquiète pas, allez, viens, on va se prendre un bon petit déjeuner, là, et puis on va oublier, voilà. Oui, c'est ça, nier un peu, oublier, oui. Effectivement. Alors, les 12 obstacles, c'est aussi dérivé d'ailleurs des travaux de Carl Rogers. Mais en fait, c'est de dire que quand il y a de l'émotion dans l'air, chez moi, en tant que leader, ou chez l'autre, il y a des trucs qui, si on les utilise, des moyens de communiquer qui, si on les utilise, vont couper la relation et couper l'interaction. Donc, autant éviter de les utiliser. Ou déjà, autant être conscient et savoir quels sont nos obstacles préférés. Donc, parmi les obstacles, comme tu l'as dit, il y a donner des solutions, il y a dévier, parler d'autre chose, etc. Il y a aussi parler de ton t'agates. Ah, mais tu sais que la même chose est arrivée à Jean-Pierre, plutôt que d'écouter, voilà, donc qui est une autre manière de dévier. Et puis après, il y a tout ce qui est de l'ordre de juger, blâmer, voilà, donner un point de vue en tout cas. Donner un point de vue, mais un point de vue jugeant, en posture haute, qui rabaisse l'autre. Donc ça, c'est aussi assez courant, hein, mine de rien, quand il y a du rouge en l'air. Ça peut être fait de façon assez subtile, mais ça peut être très, très désagréable. Et puis, il y en a un autre magnifique qui est utiliser l'humour. Alors ça, je voudrais m'arrêter 2 secondes là-dessus, parce qu'il y a souvent pas mal d'interrogations par rapport à cet obstacle-là. C'est vive l'humour, hein. On est tous d'accord, moi j'adore rigoler, je rigole tout le temps, le plus possible. Ceci dit, très souvent, c'est utilisé comme proxy à dire des choses clairement quand il y a de l'émotion dans l'air. D'accord ? Donc plutôt que de dire, écoute, je suis embêté parce que tu arrives en retard pour la 4e fois et du coup on t'attend tous, on a perdu 20 minutes, eh bien, on va faire une petite vanne. D'accord ? Plutôt que de dire qu'on est content de quelqu'un, on va faire une petite vanne aussi. Hein, et moi, je me souviens précisément d'une participante qui, après que j'ai élaboré sur cet obstacle-là, est venue me voir en me disant « Mais ça y est, je comprends pourquoi je ne supporte plus mon leader. Il ne fait que des vannes tout le temps. Je ne sais plus à quoi m'en tenir. Je ne sais plus à quoi m'en tenir. Il n'y a rien de clair. C'est tout, ha ha ha, etc. Mais en fait, je ne sais pas s'il apprécie, s'il n'apprécie pas, s'il y a un problème, s'il n'y a pas de problème. C'est pas clair. Donc, quand il y a de l'émotion dans l'air, la première chose qu'on a à faire, c'est à clarifier déjà. Moi, si j'ai un problème en tant que leader, je vais le dire clairement. Et si je vois que toi, tu as un problème, je ne vais pas faire une vanne, je vais juste être vraiment, consciemment en face de toi, avec acceptation, en étant tout à fait présente, et je vais t'écouter, quoi. Je ne vais pas faire une vanne.
Est-ce que, alors je sais pas si c'est en t'agace, mais le fait de ramener à soi, enfin moi c'est un truc que je fais assez régulièrement. Tu sais, tu me dis quelque chose, je vais essayer de récupérer dans mon expérience vécue des éléments pour te répondre en disant ah ouais bah, et parfois ça m'est déjà arrivé aussi d'être dans une situation où on me raconte quelque chose qui m'est absolument pas arrivé et dans ce cas-là je sens que j'ai besoin de... Tu vois, c'est idiot d'ailleurs, parce que tu dis que c'est exactement l'inverse, mais j'ai l'impression de devoir apporter une réponse que je n'ai absolument pas, parce que, tu vois, je sais pas, par exemple, une personne qui s'est violée, ou je sais pas, enfin, tu vois, des cas où de la violence particulière des parents, des choses que j'ai pas connues nécessairement. Bah, du coup, je me sens un peu con, entre guillemets, parce que je me dis, ah, parce qu'en fait, on a tendance souvent à dire, ah bah oui, tiens, une rupture amoureuse, ah bah oui, moi je me souviens, quand ça m'est arrivé, c'est normal, ou peu importe, mais tu vois, on a tendance à faire ça, à ramener à soi dans la conversation. Est-ce que ça, c'est aussi un des blocages dans la... Carrément. Bien sûr. Et alors d'abord, il faut quand même la première des choses, c'est qu'il ne faut pas se battre la coulpe. Je pense que ce qui est très important, c'est précisément de gagner en conscience de ces réflexes qu'on a. Donc d'abord, c'est tout à fait normal que notre cerveau, il est fait pour ça. Il est fait pour faire des liens. Donc quand j'entends l'histoire de quelqu'un et que je suis touchée, automatiquement, ça va me ramener peut-être à des expériences vécues. C'est tout à fait naturel et normal. Ce qui va être génial, c'est d'apprendre à ne pas le remettre tout de suite sur le tapis, parce qu'à ce moment-là, ce dont l'autre a besoin, c'est juste d'être entendu, écouté, compris, accepté. Pas d'avoir nos solutions ou pas d'avoir nos... Voilà. Donc du coup, si on a une image comme ça qui nous est venue, bah, c'est intéressant de savoir la mettre de côté et de rester centré sur l'autre. Tu verras après, dans un deuxième ou dans un troisième temps, une fois que tu l'auras bien écouté, que tu l'auras aidé à cheminer vers la compréhension de son besoin, tu pourras lui dire, mais tu sais, il m'est arrivé un truc assez comparable, est-ce que ça te dirait que je t'en parle? Tu vois, et là, ça change tout, en fait. Parce que tu n'es pas en train de lui coller ton truc. C'est un moment où elle est déjà mieux, où peut-être elle commence à chercher des solutions, quoi faire, etc. Ben, tu vas pouvoir éventuellement lui apporter ton expérience, mais tu lui demandes d'abord de valider un contrat, entre guillemets. Est-ce que tu as envie que tu vois, moi aussi, il m'est arrivé un truc comme ça, est-ce que ça te dirait que je t'en parle? Voilà. Donc ça, c'est ça. Donc effectivement, c'est un obstacle de coller tout de suite sa propre expérience. En tout cas, ça t'empêche d'aller vraiment profondément dans le truc. Ouais, je comprends. Et alors, c'est quoi je sais pas si les 3-4 règles, mais tu vois, les 3-4 trucs, il faut que les personnes qui nous écoutent retiennent, que moi, je dois retenir sur point d'attention pour avoir une bonne écoute. D'abord, vraiment s'assurer qu'on est dispo pour ça. Voilà, il faut qu'on soit suffisamment dans le verbe pour être dans l'écoute. Et si c'est pas le moment, c'est pas le moment. Ensuite, quand on offre ce temps-là, vraiment s'entraîner à être centré sur l'autre. Commencer par des petites choses. C'est-à-dire commencer par écouter des choses du quotidien avec vos collaborateurs. Je sais pas, un collaborateur revient tout content d'un week-end. J'ai passé, c'était trop bien. Non, tu as l'air content de ton week-end. Voilà, hop, je reformule. Et voilà, c'est simple. Et je vois ce qui se passe. Plutôt que de lui dire, t'as été où? Tu vois, c'est de lui dire, ouais, t'as l'air super content. Ah ouais, je me suis détendue, c'était trop bien. Tu vois, tu arrives à un autre niveau de conversation comme ça. Donc, commencer par des petites choses. Et ensuite, moi, ce que j'ai fait, c'est que je salue d'ailleurs cette amie. J'ai choisi une amie cobaye. Ça va. Et je lui ai dit, mais c'est-à-dire, entraînez-vous. Et d'ailleurs, ce qui est génial, c'est que ces outils sont utiles tout le temps, partout, ces compétences. Ça. Donc, trouvez un environnement dans lequel vous pouvez vous entraîner et entraînez-vous. Et voyez ce qui se passe. C'est juste génial. Et ce qui est génial, c'est que c'est d'une puissance infinie l'écoute. Si je deviens vraiment bonne en écoute, en 1 ou 2 reflets d'écoute, j'arrive à permettre à quelqu'un qui était en train d'exploser de revenir dans un état émotionnel tout à fait OK. Voilà, donc plus je serai musclé là-dedans, c'est ultra rapide, en fait. Ça peut être aussi ultra efficace. Voilà, j'arriverai vraiment à aider l'autre à aller mieux vite. Donc, dans ce que tu dis, ma question, c'est sur les méthodes, en tout cas des tips. La reformulation. De ce que j'entends, tu vas me dire si j'ai bien écouté. Mais il y a la reformulation, il y a le fait de poser des questions pour approfondir, c'est ça? Alors,
Poser les questions, chez nous, alors on pourra faire, c'est pas une digression très importante, c'est un obstacle, vas-y. C'est un obstacle à la communication. Donc chez Gordon, c'est-à-dire que la pure écoute à la Gordon et à la Rogers, c'est vraiment reformulation ou reflet. C'est-à-dire, soit je reformule les mots, soit je décode et je reflète ton ressenti. Hein, voilà. Et on s'en tient principalement à ça. Quand on devient très bon en écoute, on pourra rajouter quelques questions. Pourquoi on évite les questions? Parce que 9 fois sur 10, les questions qu'on pose sont ultra mauvaises. D'accord? C'est un métier que d'apprendre à vraiment bien questionner. Hein, moi, ça fait 20 ans que je m'entraîne et je fais des... Hein. Et 9 fois sur 10, les questions qu'on pose quand il y a du rouge dans l'air, c'est centré sur moi, c'est inquisitoire. On mène l'enquête, en général, pour récupérer les infos, pour trouver soi-même la solution pour l'autre. D'accord? Donc, chez Gordon, le parti pris, c'est désapprenez à poser vos questions biaisées. Voilà. En gros. T'avais compris. Donc, il faut désapprendre à poser ces questions-là. Restez juste dans l'écoute, voyez ce qui se passe déjà. Et après, voilà. Ouais. Et alors, dans la communication, il y a différentes typologies de communication. La plus problématique, je ne sais pas si c'est la plus problématique d'ailleurs, mais c'est une problématique qui est le conflit. Comment tu gères un conflit avec cette méthode? Alors, d'abord, c'est Gordon qui a inventé le concept de résolution de conflit sans perdant. C'est qu'après, d'autres personnes ont appelé gagnant-gagnant. Alors que ça n'a jamais été appelé gagnant-gagnant. Au départ, c'était no-lose, sans perdant. Et c'est assez génial parce qu'il a construit ça en fait sur le terrain. Hein, d'abord, il a commencé à former les gens à l'écoute. Hein, les leaders, il les a formés à l'écoute. À un moment, les leaders ont dit ouais, c'est sympa l'écoute, mais il y a un moment où il faut savoir mettre des limites. Donc, il a inventé le concept d'affirmation de soi et le message de jeu d'affirmation. Comment est-ce que je fais pour m'affirmer? Et puis après, les leaders ont dit oui, mais il y a des trucs aussi plus compliqués, il y a des situations où c'est vachement plus complexe, ça se bastonne, il faut faire quelque chose. Et dans ce cas-là, et du coup, il a inventé la résolution de conflits sans perdant, qui est un processus en 6 étapes. Voilà. Et donc, ta question, c'était comment on fait? Ouais. Ou c'est quoi les 6 étapes, du coup? C'est quoi les 6 étapes? OK. Alors, déjà, pour aborder la résolution de conflits, en tant que leader, il faut s'être déjà bien préparé, soi. Donc, il faut déjà avoir fait le tri et bien comprendre quels sont nos besoins. Donc, derrière tout ça, derrière toutes ces émotions, quelles qu'elles soient, chez moi, chez l'autre, il y a un besoin insatisfait. Donc, on va gagner de la marge de manœuvre dans la relation si on arrive à sortir de l'opposition. Ma solution contre ta solution, d'accord? C'est à ce niveau-là que se situe le conflit. Je te coupe ton budget. Non, il n'est pas question que tu me coupes ton budget. Si, non, non, si, non, non. OK. On peut rester 120 ans à ce niveau-là, ça n'a aucun intérêt, d'accord? Et donc, l'enjeu, c'est de passer du niveau de la solution au niveau du besoin. C'est-à-dire, qu'est-ce qui se situe derrière? Et donc ça, c'est la première étape de la résolution de conflit. Une fois qu'on s'est bien préparé en amont, c'est qu'on va aider soi et l'autre à créer ce qu'on appelle une équation de besoin. C'est-à-dire, mettre sur la table, OK, ton besoin, c'est de t'assurer qu'on ne soit pas en perte cette année. Et ça, c'est important pour toi, pour la survie de la boîte. Okay. Et moi, mon besoin, c'est, si on parle de budget, c'est l'efficience. Je vois bien que si on ne met pas tel projet en marche, on perd un étage de la fusée et on risque de cracher. Voilà. Voilà. Donc, une fois qu'on est arrivé à cette équation de besoin-là, on peut commencer à imaginer. Donc, toi, tu veux la survie de la boîte. Moi, je veux vraiment l'efficience de la boîte. Comment est-ce qu'on peut trouver un moyen pour que on arrive à remplir nos deux besoins à la fois? Donc, on n'est plus dans je coupe ton budget, non, tu coupes pas, je coupe mon nanana. On est donc d'un autre niveau de réflexion. Et c'est là où c'est la deuxième étape de la résolution de conflits sans perdant. On va commencer à imaginer toutes les options possibles. Et là, on peut vraiment laisser jouer à plein la créativité. On y va à fond.
Et après, ces options de solutions, on va les évaluer et on va choisir celles, alors où il peut y en avoir plusieurs, hein, on va construire et choisir ensemble celles qui vont permettre de remplir les deux besoins. Et on n'accepte pas de solutions qui ne permettent pas de remplir les deux besoins. Ou en tout cas, la série de solutions doit remplir les deux besoins. Mais est-ce qu'il n'y a pas parfois des besoins qui sont contradictoires, enfin par définition? Eh bien, s'ils sont contradictoires, c'est que ce ne sont pas des besoins. Des besoins ne peuvent pas être contradictoires. C'est-à-dire que si tu n'es pas remonté suffisamment haut, à un niveau suffisamment haut dans ce qu'on appelle les niveaux logiques, tu vois, de besoins. C'est-à-dire que, tu vois, c'était encore trop dans le concret. Donne-moi un exemple. Ouais, je vais te prendre un exemple. Allez, on y va. Je suis... Exemple réel. Voilà, enfin, réel non, mais fictif malgré tout. Mais je suis patron d'une PME. Tu veux que je te paye plus? Le problème, c'est que si je te paye plus, moi, je ne peux plus me payer. Du coup, il y a une contradiction, tu vois. On a tous les deux le besoin de pouvoir payer le loyer, admettons, ou de manger, ou je ne sais pas. Néanmoins, il y a une réalité physique, ou je ne sais pas, ça pourrait, là je prends cet exemple, mais ça pourrait être, moi je veux être responsable de ce territoire-là, mais c'est mon territoire. Donc du coup, si tu deviens responsable de ce territoire-là, ça veut dire que moi-même, je perds du territoire, et en fait, je ressens le besoin d'avoir... une forme de responsabilité sur ce territoire, ou en tout cas une forme de responsabilité tout court. Donc, tu vois, il peut y avoir des situations dans lesquelles... oui, alors, donc ce que tu m'exprimes là, on n'est pas encore au niveau du besoin. C'est-à-dire que dès que dans ton expression de besoin, il y a une part de solution, ce n'est pas une expression de besoin. C'est d'ailleurs une des plus grosses erreurs qu'on fait tous, et c'est pour ça qu'on reste coincé dans des conflits. Donc, à l'évidence, si tu parles de territoire, on est dans une question de reconnaissance. D'accord, probablement, hein, et puis d'avoir un espace de jeu, voilà. Donc, ce qui va être important, c'est de remonter aux besoins de l'un et de l'autre, et le besoin, mon besoin, c'est pas obligatoirement de pouvoir, comment dire, agir sur mon territoire. Mon besoin, c'est d'avoir un territoire dans lequel je puisse m'éclater, finalement. Là, pour l'instant, je m'éclatais sur celui-là, et c'était génial. Et d'ailleurs, j'étais confortable, c'était super, je me sentais bien, etc. Donc, mon besoin, c'est d'être confortable, de me sentir bien et de pouvoir m'éclater quelque part. C'est ça, mon besoin. Ma solution, c'est ce terrain. Tu vois? Et l'autre, probablement que c'est quelque chose de comparable. Donc, il faut... Tu comprends ce que je veux dire? Il faut arriver à monter... C'est la question d'après, mais oui. Très bien, génial. Donc, il faut arriver à monter à un niveau de besoin qui permettent précisément après d'imaginer des solutions qui seront vraiment, comment dire, qui pourront aller aux deux. Attention, ça veut dire que probablement que quand je m'engage dans une résolution de conflit sans perdant, il faut que je sois OK avec le fait de lâcher ma solution préférée. Si je ne suis pas OK avec le fait de lâcher ma solution préférée, c'est même pas la peine de commencer une résolution de conflit sans perdant. Mais alors comment je sais? Mais ça ne veut pas dire que la solution trouvée ne remplira pas mon besoin. Je comprends. Tu vois l'articulation? Mais comment je sais que je ne suis pas dans une... Parce que là, moi, je n'avais pas la sensation... j'avais la sensation d'être dans l'expression d'un besoin, pas dans la... J'avais pas la sensation... Donc comment je fais pour savoir que je suis bien dans une expression de besoin et pas dans une expression de besoin / solution? Et si la personne en face de moi ne sait pas exprimer son besoin, comment je peux l'y accompagner? Alors, sur le 2, c'est l'écoute. Donc, en fait, le bout de l'écoute, d'accord, comment est-ce que j'accompagne quelqu'un à mettre un mot sur son besoin? C'est l'écoute qui permet ça. Donc, par l'écoute, on va aider la personne à cheminer vers son besoin. Et on va l'aider, peut-être à la fin, avec 2 questions magiques qui vont aussi pouvoir t'aider, toi, à savoir si ce que tu as là en main, c'est bien un besoin. C'est en quoi est-ce important pour moi? Qu'est-ce que ça m'apporterait que d'avoir mon terrain? Ça m'apporte du confort et puis un terrain de jeu pour m'éclater. Ok, donc ton besoin, c'est confort et un terrain de jeu pour t'éclater. Et dans l'expression, on lâche, on parle. Le fameux terrain. Exactement. Et ça, c'est une erreur de base. Hein. Voilà. Donc on lâche, on arrête de parler sémantiquement, on lâche, on coupe là. On coupe, tu vois ce que je veux dire? Les petits bonhommes allumettes, ouais. C'est ça. Moi, je vois ça, j'imagine ça souvent comme une montgolfière, tu vois. Donc, tu coupes pour laisser la montgolfière s'élever, là, tu coupes le sac de sable en bas, là. Il faut couper avec la solution préférée. Donc, voilà. Question magique. En quoi est-ce important pour toi? Qu'est-ce que ça t'apporterait que
Et ça te permet de monter. Et cette question, tu peux te la poser plusieurs fois jusqu'à ce qu'il n'y ait plus aucun élément concret dans cette expression de besoin-là. Là, tu as de bonnes chances d'être... Et au bout du bout, tu as Maslow. Hein. Oui. Tu as la reconnaissance, tous les trucs classiques. La pyramide qui est en fait est une échelle, tu sais, mais en fait, oui. Ah non, je ne savais pas. Si, mais c'est pas grave. D'accord. On parle de pyramide. Oui, on parle de pyramide partout. La pyramide de Maslow. Nous aussi, très souvent, Gordon aussi parle de pyramide. Donc, ah, c'est vrai? Ouais. Tu vois, comme ça. C'est central d'ailleurs. Est-ce que tu peux différencier, parce que tu l'as mentionné, mais je trouvais ça hyper intéressant qu'on en ait parlé en amont, la différence entre avoir raison et avoir satisfaction, qui sont deux choses qui n'ont rien à voir. Non, on est exactement sur une autre manière de regarder ce dont on vient de parler à l'instant. C'est-à-dire que quand je suis dans « je veux ce terrain », je veux ce terrain de jeu, non c'est moi, non c'est moi, non c'est moi, on est dans, y en a un qui va avoir raison ou tort, voilà, il y en a un qui va gagner, l'autre qui va perdre. Inévitablement, si on en reste à ce niveau-là, voilà. Alors que, et si on en reste à ce niveau-là, il n'y a rien de productif qui peut se passer. Alors que si on change de logique et on se dit, en fait, finalement, en élargissant d'ailleurs le sujet, à quoi ça sert d'avoir raison, finalement, mais qu'est-ce qu'on s'en fiche, quoi. C'est quoi l'important? C'est d'avoir satisfaction de ses besoins. Et finalement, avoir raison, avoir tort, je veux dire, le monde est vaste. Mon point de vue est différent de ton point de vue, et les deux points de vue peuvent coexister, et c'est OK. C'est ça, le concept cœur de tout cela, c'est l'acceptation. L'acceptation du fait que toi, t'es pas moi, que toi, tu as une vision du monde qui est différente de la mienne, et que les deux sont OK, et qu'il n'y en a pas une qui est meilleure que l'autre, il n'y a pas une hiérarchie. C'est la mienne. C'est la mienne. Okay. Mais non, mais voilà, donc c'est essentiel. Donc du coup, à partir du moment où j'arrive à prendre ce recul-là, à ne plus être coincé sur qui a raison, qui a tort, du coup, j'en viens à se dire, OK, on a des points de vue différents et les deux sont OK. Par contre, ce qui est important, c'est que moi, j'ai besoin d'avoir satisfaction. Il faut que mes besoins soient satisfaits. Parce que je ne vais pas marcher sur mes besoins. Ils sont fondamentaux, ils sont importants pour ma survie. Donc, Mais il y a plein de gens qui marchent sur leurs besoins parce qu'ils ne sont même pas capables de les reconnaître. Exactement. Ça arrive aussi. Mais bien sûr. Et ça, c'est les fameux deux piliers de Gordon. Hein. On a parlé de l'écoute beaucoup. C'est le deuxième pilier dont je te parlais rapidement tout à l'heure. C'est l'affirmation de soi. C'est les mêmes personnes qui n'arrivent pas à mettre un mot sur leurs émotions, ou les personnes gentilles qui... voilà. Les fameux. Voilà, que nous aimons beaucoup. Exactement. Et qui sont très présents dans cette salle. Voilà. Donc du coup, il y a bien sûr des tonnes de personnes qui ont à muscler cette capacité à mettre un mot sur ce qu'elles ressentent, à savoir... à prendre conscience de ce dont elles ont besoin et à le rendre public sans avoir peur. Et c'est en ça que c'est génial aussi, l'approche Gordon, parce qu'elle nous donne le moyen de nous affirmer en tant que leader, sans écrabouiller l'autre, en laissant tout l'espace à l'autre, là encore, de réagir ou pas, sans le juger, et juste en parlant de soi. Donc c'est juste un magnifique cadeau qu'on se fait nous, une manière magnifique de poser un cadre, et puis de permettre à l'autre de réagir comme il l'entend. Et quand on sera très très fort, on arrivera à s'affirmer, avec un message « je » chez Gordon, et derrière, à écouter la réaction de l'autre. Et là, c'est quand on se sera bien entraîné. Là, et c'est ce qu'on appelle le changement de position. C'est très complexe à faire, parce qu'il faut vraiment arriver à passer d'une posture d'affirmation à une posture d'écoute. Centrage sur moi quand je m'affirme, centrage sur l'autre quand j'écoute, puis recentrage sur moi et centrage sur l'autre. Et c'est quand je serai bonne à arriver à faire ça que j'arriverai à résoudre plein de conflits complexes. Tu as parlé tout à l'heure des États-Unis. Il y a des différences culturelles, évidemment, même si... alors, je prends l'Occident, il y a déjà des différences entre l'Allemagne, les États-Unis, l'Allemagne, la France, l'Occident, l'Europe, l'Allemagne, la France, la Grande-Bretagne, l'Espagne, le Portugal, l'Italie, etc. Comment cette méthode, elle s'applique ou par exemple, si moi je suis manager français de personnes qui sont d'une autre culture, qu'est-ce que je dois intégrer dans ma réflexion pour appliquer cette méthode de manière efficace? Alors, oui, bien sûr, je vois ce que tu veux dire. Alors déjà, pour que tu saches, LIT, c'est enseigné dans 18 pays aujourd'hui, okay. Dont la Chine, le Japon, voilà. L'Égypte. Voilà. Mais je pense que peut-être une des plus grandes différences culturelles, alors je ne suis pas une grande
spécialité de l'interculturel, mais une des plus grandes différences culturelles tient dans la capacité ou pas, comme on le disait tout à l'heure, à exprimer les émotions. Donc, alors, l'approche Gordon est enseignée de la même manière partout, par des formateurs locaux, qui, bien entendu, viendront avec plus ou moins de doigté, par exemple, typiquement au Japon. Donc, c'est la première question qu'on a posée à nos... Et il se trouve que... voilà, on connaît assez bien le Japon, donc quand on a rencontré nos homologues japonais, c'est la première question qu'on leur a posée, c'est comment est-ce que vous faites pour transmettre le fait que c'est vraiment utile de dire comment est-ce qu'on ressent, etc. Et en fait, ils y arrivent tout à fait bien, c'est juste que bien entendu, il faudra le faire avec un peu plus de doigté, ils y vont plus tranquillement, dans la pédagogie, etc. Et donc, bon, pour un manager français qui débarque dans ces pays-là, il laissera aussi plus d'espace aux personnes, d'espace-temps aussi aux personnes pour réagir. Typiquement, si je m'affirme vis-à-vis d'un de mes collaborateurs dans certains pays, peut-être que je vais leur laisser plus de temps pour revenir vers moi avec leur réaction par rapport à ça, plutôt que d'attendre une réponse instantanée comme j'entendrais peut-être dans d'autres pays. Voilà. Donc on peut jouer sur ces dimensions-là, mais en l'occurrence, ce qui est très intéressant, c'est que c'est tellement universel que le modèle est transmis partout. C'est la manière dont il est transmis qui est peut-être qui est modulé, mais en fait le modèle per se, il est transmis partout, mais il fonctionne partout. Alors, est-ce que c'est, enfin une autre question que je me pose, mais est-ce que c'est pas une méthode qui peut transformer d'une manière ou d'une autre la culture d'une entreprise? Parce qu'en fait, à partir du moment où, mais je sais pas exactement comment c'est possible, l'ensemble des collaborateurs est formé à la méthode. Enfin, c'est possible dans une petite boîte, mais dans une plus grosse boîte, c'est forcément plus complexe. Comment, ça pourrait faire changer la culture d'une certaine manière si tout le monde commence à s'écouter, ce qui est plutôt bien. Si tu mets une culture de qualité de la relation au cœur de ta boîte et que tu donnes les moyens à chaque collaborateur de muscler sa capacité à cultiver cette qualité de relation grâce à la qualité de la communication, oui, ça a des impacts énormes. Alors, on a quelques exemples de boîtes qui forment tous leurs collaborateurs à Gordon. Et en particulier, je pense à une boîte qui est assez emblématique chez nous, qui est WL Gore. Je ne sais pas si tu as entendu parler de cette société, mais elle a un mode de management. Elle a été créée par Bill Gore dans les années 70. Et c'est eux qui font le Gore-Tex, etc. D'accord. C'est une boîte de 13 000 collaborateurs dans le monde. Tous sont formés à LET. Wow. C'est une des formations de base. Alors, ils sont très formés en général, mais LET, en fait, dès le début, Bill Gore, il a voulu créer une boîte dans laquelle l'humain était au cœur. C'est une boîte libérée. Alors, ils n'aiment pas l'appeler comme ça, mais enfin, dès sa création, avec une hiérarchie très plate, un système où les leaders sont cooptés. Ils sont tous d'ailleurs associés, ce ne sont pas des salariés, ils sont tous associés, les 13 000 collaborateurs chez WL Gore, etc. Ils sont best place to work dans la plupart des pays dans lesquels ils sont, etc. etc. Bref, et ben, chez eux, Gordon fait partie intégrante de leur culture. C'est-à-dire que ils ont un système du coup, de leadership qui s'est déployé, qui a été documenté, qu'ils ont... Parce que pour le coup, c'est pas n'importe quoi, c'est pas parce que c'est une boîte libérée que ça... Non, ils ont des principes super arrêtés, super solides sur comment est-ce qu'on prend des décisions, la taille des équipes, comment est-ce qu'on désigne effectivement son leader, enfin bref, tout cela est très très défini. Et là-dedans, Gordon est utilisé, c'est partie intégrante de la culture, bien sûr. C'est génial d'ailleurs, c'est très agréable, très intéressant de travailler avec eux parce qu'on continue à les former à l'ET en France. C'est un bonheur de voir comment dans certaines sociétés ça peut être totalement intégré partout. Mais ça veut dire qu'opérationnellement, vous voyez les 13 000 collaborateurs? Non, c'est pas possible. Opérationnellement, d'abord ils sont principalement aux États-Unis, donc ce sont nos collègues américains qui les ont formés principalement. Et d'ailleurs, c'est marrant parce que je crois que le petit-fils de Bill Gore est lui-même formateur Gordon. Ah, donc tu peux devenir formateur aussi. Donc tu peux devenir comme formateur. Mais ceci dit, eux, ils n'ont pas choisi le fait d'avoir beaucoup de formateurs internes. Mais il y a des boîtes, comme par exemple Sony, le Department of Defense américain, qui ont décidé de former leurs formateurs internes Gordon, ce qui permet effectivement de déployer plus rapidement une culture. Et c'est juste génial. Moi, si tu veux, on a eu la chance là, en France, de former les premières 15
formateur Gordon interne chez Number il y a 2 ans. Et c'est juste un bonheur absolu parce que là encore, une start-up, une boîte en très forte croissance, ils sont 1000 aujourd'hui, et le dirigeant a choisi que Gordon devait être... c'est une boîte qui fonctionne sous le mode libéré. Et en fait, quand tu fonctionnes sous le mode libéré, obligatoirement, il y a plus de friction. C'est normal. Puisqu'il y a plus de créativité, il y a plus de... Voilà, il y a moins de précarés, il y a moins de silos, etc. Donc, automatiquement, il peut y avoir un peu plus de friction. Et donc, ce qu'il faut, là, c'est pas grave, la friction, c'est la vie. Le conflit, c'est la vie. S'il n'y avait pas de vie, on serait tous comme des merlans frits. Donc, super bonne nouvelle. Donc, on est en vie, il y a des frictions, etc. Eh bien, le seul problème, c'est de ne pas savoir résoudre ces frictions. Et donc, tout de suite, le dirigeant de Time Number a décidé, enfin Arnaud Doyon, a décidé de former tout le monde à Gordon. Et donc, on a commencé à les former, et après, on a formé des formateurs internes, et là, ils sont, je sais pas, 15 ou 20 formateurs internes pour une boîte de 1000 personnes, c'est génial. Wow. Ils n'arrêtent pas de former tout le temps, tous leurs collaborateurs à Gordon. Il y a besoin de se former de manière régulière, pour revenir sur ce que je disais tout à l'heure sur la pratique, bien sûr, tu peux faire les 3 jours, mais est-ce que c'est suffisant pour ensuite... Enfin, ça dépend des profils, en réalité, j'imagine que ça va pas être la même chose, mais... En fait, oui, c'est vraiment utile derrière de rester dans une dynamique. Alors, parfois, la dynamique, tu la croises par une lecture de bouquins, par du partage, etc. Mais ce qui est sûr, c'est qu'on crée des groupes de pratique pour que les gens continuent à s'entraîner. Typiquement, chez Time Number, par exemple, ils ont mis en place des tonnes de groupes de pratique pour que les gens continuent à s'entraîner. Et puis après, ce qui est génial quand tu es dans un environnement comme ça, c'est que tu reçois du feedback constamment. C'est-à-dire que si tu aurais dû m'écouter à un moment donné, mais que tu ne l'as pas fait, on va te dire, non, tu vois, là, j'aurais bien aimé que tu m'écoutes. Ça aurait été super, tu vois. Et c'est OK. Tu vois, voilà. Je veux dire, c'est pas parce qu'on apprend ces compétences et qu'on les développe qu'on est parfait. Au contraire, c'est... Vive l'imperfection, il y a des tonnes de fois où on se plante, mais ce qui est génial, c'est qu'on peut toujours revenir en arrière, parce qu'on est dans la genuineness, on est dans le comment dire, je ne sais plus parler français. Genuine. Je suis complètement... Ouais, c'est ça, c'est intégré. Ça va me revenir, mais qu'importe. En tout cas, c'est OK de ne pas être parfait. Et si tu viens me dire, tu vois, hier, là, quand tu m'as dit ça, j'aurais préféré que tu m'écoutes parce que en fait, j'étais pas très bien, et puis j'ai toujours mon problème, est-ce que tu pourrais je vais te dire, OK, désolé, tiens, est-ce que tu veux qu'on prenne 5 minutes maintenant pour que je t'écoute? Et puis c'est OK. Il n'y a pas d'injonction à être parfait, à utiliser ses compétences tout le temps parfaitement. Oui, non. Le leader parfait n'existe pas. N'est-ce pas? Bonne nouvelle. C'est mieux. Est-ce que les méthodes changent en fonction de mes besoins? C'est-à-dire que là, tu as parlé beaucoup du leadership programme, mais tu as commencé en parlant de la relation parent-enfant. Est-ce que c'est les mêmes méthodes? Enfin, ou est-ce que je peux les emporter à la maison? Comment ça marche? À moins que tu enlèves tes muscles. Je fais ça tous les jours. Les os aussi, tu sais. C'est ça. Parfois la tête, le cerveau, quand je regarde des séries. En fait, c'est génial. On est dans des compétences totalement universelles. Et d'ailleurs, c'est complètement... C'est fou de voir que quand nous, on forme des leaders, d'ailleurs, entre parenthèses, pour Gordon, un leader, c'est pas obligatoirement quelqu'un qui a des galons. C'est quelqu'un qui a, dans son job, besoin d'avoir de l'influence sur les autres. Ça peut être thought leader. Donc, ça peut être un leader transverse. C'est pas besoin d'être un chef. Donc, voilà. Donc, que je sois leader ou... quand on forme des leaders, dans tous les groupes qu'on forme, il y a des gens qui nous disent « Mais est-ce que je peux utiliser ça avec mon fils ?» Voilà. À tous les coups, il y en a un qui nous fait un lien avec la maison. Okay. Et à l'inverse, quand on forme les parents, parce qu'on a aussi une asso qui s'occupe de former les parents, les enseignants, les jeunes, exactement aux mêmes compétences. Et tout le temps, on dit mais je ne pourrais pas utiliser ça dans ma boîte. Et d'ailleurs, il y en a plein qui après nous demandent de venir intervenir dans leur boîte. Parce que c'est les mêmes compétences et on en a besoin partout. Donc c'est génial, parce qu'en fait, quand tu as la chance de pouvoir être formé à ça, en fait, pour peu que tu t'en empoignes, ça peut te changer vraiment la qualité de tes relations partout. Est-ce que dans la méthode Gordon, on considère, parce que tu parlais des galons, la relation au pouvoir? C'est-à-dire que quand j'ai plus de pouvoir, j'ai potentiellement, en tout cas, je peux me donner la liberté de ne pas écouter.
Alors oui, ben c'est bien pour ça que Gordon a développé tout ça. C'est même le point de départ de Gordon. C'est que le point de départ de Gordon, c'est de dire on a besoin d'une société plus démocratique, on a besoin de sociétés, d'entreprises, d'organisations professionnelles plus démocratiques. C'est marrant, parce qu'il s'est dit ça il y a 50 ou 60 ans, et aujourd'hui, plus que jamais, je crois qu'on peut dire que là, avant c'était nice to have, maintenant c'est du must have, donc génial, tu vois. Donc ça, c'était vraiment sa conviction. Et de même, on a besoin de familles aussi plus démocratiques. C'est fini, papa a toujours raison, c'est fini ça, il faut qu'on fasse autrement. Voilà. Et donc son focus, ça a précisément été ça. Comment est-ce qu'on fait pour communiquer, pour créer le bon niveau de relation quand il y a du pouvoir dans l'air? Et voilà, comment on fait pour que, précisément, les gens qui ont du pouvoir ne s'asseyent pas juste dessus pour faire entendre... voilà. Et voilà, comment... Et tout l'enjeu, d'un point de vue leadership, c'est comment est-ce que je développe mon influence, parce que finalement, le job d'un leader, c'est aussi d'avoir de l'influence. Ça, c'est quand même une des premières choses qu'on lui demande d'avoir. C'est pas un gros mot. Ce qui pose problème, c'est l'influence qui est basée sur le pouvoir. C'est gros. Tu fais ça ou dehors, quoi. Enfin, c'est Musk, quoi. Il y en a d'autres, hein, plus proches de nous. Mais bien entendu, il y en a partout. Bref, il y a quelques jours encore, j'ai un de mes clients qui nous a raconté qu'il avait été obligé de s'affirmer vis-à-vis de son propre chef, alors qu'on parle que de gens très seniors dans une très grande organisation. Il avait été obligé de s'affirmer vis-à-vis de son propre chef. Parce que son chef avait eu besoin de tick a box, il a tické la box. Il n'a pas vraiment fait attention à l'impact que ça allait avoir sur tout le reste de l'organisation, mais il a tick the box, quoi. Voilà, donc ça c'est tout le temps partout. Voilà, donc l'usage du pouvoir pour prendre des décisions et pour asseoir son autorité, ben c'est partout que ça se passe. Et précisément, l'enjeu de Gordon, c'était comment donner les moyens aux leaders pour faire autrement. Parce que c'est pas acceptable, quoi. Ouais. Parce que c'est pas acceptable. Et une dernière question peut-être, mais est-ce que il faut écouter dans toutes les situations? Est-ce que parfois il y a des moments où l'écoute c'est pas la bonne méthode? Alors, donc déjà, deux choses déjà. Quel est l'état de l'autre? Donc j'écoute si l'autre est dans le rouge, déjà. Comme je te le disais, passe-moi le sel, c'est pas la peine. Bon, ok, donc j'écoute quand l'autre a un souci qui vient m'en faire part et qu'il est ok pour en parler. Tu vois, parce qu'il y a des fois où l'autre est dans le rouge, mais c'est pas le moment pour lui pour en parler, tu vois. Donc, et d'ailleurs, libre à moi en tant que leader, tu vois, si je vois qu'il y a un des membres de mon équipe qui va pas bien, je peux aller vers lui en disant ouais, je te sens pas dans ton assiette, est-ce que tu veux qu'on en parle? Et s'il me dit ben non, c'est pas le moment, alors là mon job c'est de dire ok, bah quand ça sera le moment pour toi, je serai là, tiens-moi au courant. Voilà, donc j'ouvre la porte, je laisse la porte ouverte, etc. Donc ça déjà, il faut que l'autre soit dans un moment où il est prêt à en parler. Primo. Deuxièmement, il faut que moi, je sois suffisamment disponible et suffisamment acceptant sur le sujet pour pouvoir l'écouter pour de vrai. Voilà. Si j'ai déjà un avis fort sur le fait que je ne suis pas du tout d'accord avec lui, sur le fait que ce qui le met en colère, ça n'a aucune raison d'être, etc., je sais que je ne serai pas en posture d'écoute, donc ce n'est pas le moment. Il vaut mieux que j'aille faire ce que nous, on appelle une petite dépollution, c'est-à-dire que j'aille me préparer à froid, faire le tri pour me dire, ok, est-ce que je suis suffisamment dans le vert, moi, pour pouvoir l'écouter? Sinon, c'est pas la peine de commencer, ça sera de la fausse écoute. Et comme tu le sais, quand quelqu'un ne nous écoute pas pour de vrai, on le sait tout de suite. Tu crois ça? Ah, mais tout de suite. Mais oui, bien sûr, même au téléphone, tu le sais. C'est vrai, au téléphone, on s'en rend compte. Mais fou. Oui, mais c'est pareil en face. Quand la personne est en train de réfléchir à ce qu'elle va te répondre, ou à la prochaine question qu'elle va te poser, ou à je sais pas quoi, tu le sens tout de suite. Et en visio? Bah, moi, parce qu'en visio, ça arrivait plein de fois, enfin à moi en tout cas, où t'as quelqu'un qui te parle et en fait tu fais autre chose. Ça arrive. J'imagine que je suis pas tout seul. Non, t'es pas tout seul. Non, bah, tu parles. Non, mais ça c'est encore plus. C'est ça qui devient fou aussi et qui génère tous ces stress et ces mal-être avec le travail remote. Enfin, c'est génial de pouvoir être en short, voire en maillot de bain sous le niveau du machin. Mais c'est vrai qu'on se disperse tellement derrière nos écrans que les interactions ne sont plus des interactions à 100% réelles. On s'épuise, notre cerveau fait des grands écarts magnifiques, mais nous, on s'épuise. Donc oui, c'est sûr que... On peut écouter, ceci dit.
notre recul maintenant depuis la pandémie, on sait qu'on peut coacher très bien en visio. Ça, il faut sortir de... Ça, vraiment, maintenant, on en a fait la preuve. Ouais. Mais là, quand tu es dans une relation de coaché à coaché, ou d'ailleurs de manager à manager, mais dans un vrai rôle d'accompagnement, de coaching, etc., quand les deux sont à 100% dedans, on peut faire du très beau travail. Ouais. Ça, c'est sûr. Donc... Mais parfois même, la distance peut permettre à certains de s'exprimer encore plus authentiquement. Donc, voilà, il ne faut pas s'arrêter à ça. Maintenant, c'est sûr que le présentiel, ça apporte quand même d'autres dimensions qui est vachement plus intéressante et plus de présence à l'autre. Ça, c'est sûr. Et est-ce que tu ne peux pas écouter... Moi, par exemple, je peux écouter en marchant, ou je peux écouter en épluchant une pomme, ou je peux écouter en faisant un autre truc, mais qui me prend... J'ai l'impression, mais peut-être que c'est une question, tu vois. J'essaye de me battre, tu vois. Oui, c'est vraiment très amusant. Je pense à deux choses, je pense à deux, trois choses, là, tout à l'heure. J'ai une de mes collaboratrices qui se reconnaîtra et que j'adore, qui est géniale. Et elle a besoin d'avoir un bruit de fond pour arriver à se concentrer. Tu vois, donc c'est chacun son cerveau, j'ai envie de dire. Moi aussi, j'aime bien. Voilà, tu vois. Et c'est tout à fait OK. Je me souviens aussi, d'ailleurs, c'était très intéressant de managers qui me disaient, mais je n'en peux plus. Quand je lui parle, il regarde autre part, mon collaborateur, tu vois. Parce qu'en fait, certaines personnes, certains d'entre nous, quand on est touché, c'est difficile de rester en contact visuel, les yeux dans les yeux, avec la personne qui vient de dire quelque chose qui nous a touchés, etc. Donc, pour arriver à gérer notre émotion, on a besoin un peu de se concentrer sur autre chose, ou de faire autre chose, etc. Et donc, ce qui est lu souvent comme une réaction de défi, ou d'opposition, ou de résistance, en fait, c'est juste le gars qui fait ce qu'il peut avec son émotion, quoi. Moi, je sais que je fais ça aussi. Et souvent, j'ai fait ce recadrage-là parce que, tu vois, et je dis non, attends, c'est pas qu'il est en train de se foutre de ta gueule, c'est juste qu'il est en train de faire ce qu'il peut avec son émotion. Donc, accueille ça et dis-lui, ouais, je te sens un petit peu déstabilisé, là. Voilà. Ça, ou moi, je sais que je regarde ailleurs pour réfléchir. Okay. En fait, quand je réfléchis, je regarde pas la personne. Exactement. Je l'écoute et du coup, ok, je note et je suis pas en train de la regarder au final. Exactement. Et ça m'arrive. Et donc, ça c'est OK. Donc, je veux dire, à chacun d'entre nous, tu vois, de ne pas projeter sur l'autre ce que nous, on lit dans une espèce de non-verbal. Et je pense que, voilà, il faut là encore, il faut venir apporter de la souplesse à tout ça. Et j'ai résolu pas mal j'ai aidé quelques personnes, dont moi, à régler pas mal de problèmes relationnels juste en me rendant compte que c'était pas mon ado qui cherchait à me défier ou ma collaboratrice qui se fichait de ma gueule, mais bien, en fait, quelqu'un qui essayait de faire ce qu'elle pouvait avec son émotion. Et que c'était OK. Et dans cette période qu'on vit en ce moment où on est beaucoup chez nous, c'est hyper important de pratiquer justement ce dialogue, cet échange, parce qu'on perd ses capacités, j'ai l'impression. Mais moi, je pense que, tu vois, c'est en ça que je trouve que j'adore le métier que je fais, le métier qu'on fait, de pouvoir transmettre ces compétences, former des formateurs à le faire, etc. C'est un immense plaisir parce que je pense que plus que jamais, on a besoin on est tous derrière nos écrans, etc. On a plein de choses qui vont venir nous remplacer dans plein de domaines, soi-disant, bon, on verra. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il y a une chose qu'on ne va pas perdre, c'est notre humanité. Et il ne faut surtout pas qu'on perde ça. Et au contraire, on a encore plus besoin d'approfondir la qualité de notre relation. Donc, vive les trucs et en particulier les compétences qui vont nous permettre d'approfondir ça. Ça n'a pas de prix, quoi. Exactement, je suis totalement d'accord. Merci beaucoup, Nathalie. C'était super. Merci beaucoup à vous d'avoir écouté cet épisode. Je vous donne rendez-vous dans 2 semaines pour un nouvel épisode. À très bientôt.